et on te réinvitera quand on aurait fait 1000. Et puis, alors nous continuons avec un sujet qui est différent, qui va nous être présenté par le docteur Yannick Fringeli qui vient de Berne et qui va nous parler des procédures d'anneaux extensibles magnétiques pour le traitement du reflux gastro-œsophagien. Bonjour à tous, chers membres de l'Académie, chers collègues. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur de pouvoir présenter aujourd'hui à l'Académie. Un grand merci à Michel Gagné pour l'invitation. Alors ici, les aimants, on a plutôt envie qu'ils restent à l'extérieur de la lumière de l'intestin. Et puis, je vais vous présenter l'anneau extensible magnétique pour le traitement du reflux gastro-œsophagien. Voici le sommaire de la présentation. Quelques mots d'introduction en faisant un rappel sur le reflux gastro-œsophagien, l'usage des IPP, des techniques chirurgicales. Ensuite, une présentation du dispositif LYNX, qui représente le système d'augmentation magnétique. Les indications, c'est contre-indication, la technique opératoire au moyen d'une vidéo, les points importants à prendre en compte pour le suivi post-opératoire, et puis je terminerai par les quelques résultats cliniques et les recommandations. Donc, comme vous le savez, le reflux gastro-œsophagien est un phénomène physiologique qui est caractérisé par le reflux du contenu gastrique dans l'ésophage, mais lorsque sa fréquence et son intensité augmentent, il peut générer des symptômes gênants et des complications. Ces symptômes caractéristiques sont le pyrosis, brûlure rétrosternale et les régurgitations. Les mécanismes à l'origine du développement d'un reflux gastro-œsophagien pathologique sont la perte de la barrière anti-reflux au niveau de la jonction ésogastrique, souvent en lien avec la présence d'une hernie hiatale ou d'une hypotonie ou d'un trouble de la relaxation du sphincter œsophagien inférieur. Les troubles de la motilité œsophagienne avec comme conséquence un défaut de clearance œsophagienne lors d'un épisode de reflux, un retard de la vidange gastrique et puis une hyperpression abdominale qu'on rencontre lors d'une situation de grossesse, obésité ou tout chronique par exemple. Au niveau de l'épidémiologie, la maladie de reflux touche 20 à 30 % de la population en Amérique du Nord. En Europe, France, Suisse, plutôt aux alentours de 20 %. Plus de 80 millions de personnes souffrent de reflux gastro-œsophagien au moins une fois par mois aux États-Unis. Et puis, cette pathologie engendre des grands coûts au niveau des systèmes de santé, avec 18 milliards en 2015 aux États-Unis qui ont été investis ou utilisés pour traiter le reflux et 2 tiers pour les médicaments. Donc, on voit que c'est une maladie bénigne qui est associée à une faible mortalité, mais qui impacte fortement la qualité de vie. Et puis, son incidence est en augmentation due notamment à l'épidémie de surpoids et d'obésité dans les pays développés. Au niveau de l'évolution du traitement du reflux gastro-œsophagien, je dirais que la chirurgie a eu son âge d'or dans les années 1950-1970, avec en premier Rudolf Nissen, chirurgien allemand, qui, en raison de la Deuxième Guerre mondiale, s'est expatrié en Turquie, puis aux États-Unis. Et puis, il est revenu en Europe, en Suisse, à Bâle, au début des années 50, où c'est qu'il était professeur de chirurgie. Et puis, il a publié en 1956 la fondoplicature selon Nissen, avec un enveloppement complet de l'œsophage distal. Il a déjà utilisé cette technique pour traiter une érosion de l'œsophage dans les années 1930 pour un ulcère, et puis après, il a généralisé ça pour le traitement de la maladie de reflux. Si on parle de lui, il faut bien sûr mentionner aussi André Toupet, chirurgien français, qui a publié un peu plus tard, en 1963, la variante partielle de la fondoplicature. Et par la suite, on voit que les deux se sont imposés, Nissen comme gold standard, souvent retrouvé dans les études, mais on a plusieurs formes, comme la fondoplicature selon Dor, selon Tal, avec des degrés variés de couverture de l'œsophage, soit par antérieur, soit par postérieur. Par la suite, la chirurgie a laissé sa place aux médicaments, avec depuis les années 1980 l'âge d'or des médicaments, notamment en raison de M. James Blake, prix Nobel de physiologie et médecine en 1988, qui a apporté le concept de Rational Drug Design Structure, où il se base sur la pathogénèse d'une maladie pour essayer de trouver des points clés dans le processus de la maladie où on peut agir avec un médicament. Basé sur ce principe, il a fait la découverte du propranolol et puis de la cimétidine. Et par la suite, ça a ouvert la porte à l'émergence et au développement des inhibiteurs de la pompe à protons qui sont actuellement le traitement de première ligne
du reflux gastro-œsophagien et puis qui ont nettement recalé la chirurgie à un rôle secondaire. Toutefois, dans le traitement du reflux gastro-œsophagien, il y a la notion de thérapie gap. On voit sur ces graphiques qu'en traitant les patients avec des inhibiteurs de la pompe à protons, on obtient toujours plus de patients qui sont sensibles, mais on arrive au final à une situation, c'est qu'environ 30% des gens, malgré des dosages augmentés, malgré des changements de PPI, n'ont pas un résultat satisfaisant. On retrouve ça sur ce graphique ici, avec environ 65 à 70% des gens qui sont satisfaits sous traitement d'inhibiteurs de pompe à protons. On voit à l'autre extrême du graphique que très peu de patients finalement accèdent à la chirurgie. Et puis, on a ce groupe de 30-35% de patients qui présentent un reflux gastro-œsophagien réfractaire et qui ne répondent pas ou insuffisamment au PPI. Ceci s'explique parce que les PPI agissent sur la composition et la qualité du reflux. On voit ici, sans et avec PPI, que les reflux deviennent moins acides sous PPI, mais leur nombre reste identique avec ou sans PPI. On a une amélioration des symptômes, surtout du pyrosis, mais au niveau du reflux, lorsque les patients présentent vraiment un reflux qui vont jusque dans la bouche, le traitement par PPI apporte ses limites. Donc, ça change la composition, un reflux qui devient plus alcalin, mais ça ne va pas stopper le reflux. Et puis, dans ce contexte-là, où c'est qu'on a traité finalement que le reflux, mais on ne s'est pas vraiment intéressé à comment dire, à la genèse, le trouble qui au final est une insuffisance au niveau de la fonction œsogastrique. On voit que la chirurgie n'arrive pas non plus à répondre complètement à ce problème et puis qu'elle est aussi grevée d'effets secondaires, comme ici dans cette étude. On voit que les gens sont partiellement satisfaits après les fondoplicature laparoscopiques et que 2 tiers des gens expérimentent de nouveaux symptômes, notamment du ballonnement et puis des troubles de dysphagie. Et 1 tiers d'entre eux retombent sous traitement de PPI. Donc, dans ce contexte, c'est un petit peu comme introduction, on a pensé à un système qui pouvait être implanté au niveau de la jonction gastro-œsophagienne, le système LYNX, on appelle aussi augmentation magnétique du sphincter. Une variante avait été également développée, s'appelait Phoenix, pour l'incontinence anale. En raison de complications trop importantes, ça a été abandonné par la suite. C'était développé initialement par Thorax Medical. C'est constitué de billes de titane avec un anneau magnétique qui sont interconnectés entre elles. Le principe du système, c'est qu'il est extensible, comme on voit sur l'image à droite, avec une position fermée et puis qui peut se dilater pour augmenter le diamètre. Sur la partie supérieure, on voit la première version où c'est que la chaîne de billes se fermait avec une suture. Et puis la partie inférieure, c'est la version actuelle. On a un système de baïonnette qui permet de verrouiller le système. C'est placé par célioscopie au niveau du sphincter œsophagien inférieur. Et puis c'est compatible avec des IRM, la réalisation d'IRM jusqu'à 1,5 Tesla. Voilà encore une image qui montre le fonctionnement, le placement. Donc l'anneau est mis en place. On voit que la pression qu'il engendre, 15 à 25 mm de mercure, permet à la fois de maintenir une position fermée, d'éviter le reflux avec une pression gastrique de 5 à 10 mm de mercure. Mais d'un autre côté, lorsque le patient avale avec les ondes et le péristaltisme œsophagien de 35 à 80 mm de mercure, l'implant se dilate et permet le passage des aliments. Donc, voilà un petit peu le principe. Ici, on a les différentes dimensions, les 2 systèmes que j'ai décrits avant. En général, on décrit toujours la taille en fonction du nombre de billes qu'on compte. Pour les systèmes de baïonnettes, ce système-là compte pour 2 billes. Et puis ici, on a les diamètres correspondants. Actuellement, les implants, au début, on avait une phase où on implantait plutôt des implants de petite taille qui ont généré plus de dysphagie, des problèmes aussi d'érosion. Et puis, on est monté à des implants, enfin des tailles d'implants plutôt 1 ou 2 tailles en dessus. Et la majorité qu'on implante, c'est du 14-15 en général. Et on voit un peu les diamètres, à quoi ça correspond. Lorsqu'il est fermé, 16 mm. Et puis, lorsqu'il se dilate jusqu'à 30 mm, ça joue un certain rôle
lors de besoin de réaliser des dilatations pneumatiques en cas de récidive ou bien de dysphagie par la suite, l'implant a un diamètre maximal. On ne peut pas dilater à l'infini, puis ça, c'est une information qui doit être utile et donnée au gastro-entérologue. Comme bilan préopératoire, hein, celui-ci est identique aux autres interventions anti-reflux. Bien sûr, une anamnèse, un examen clinique avec une attention particulière portée sur les symptômes de dysphagie ou de dysphagie, qui sont des contre-indications à l'implant. Un bilan endoscopique, une pérométrie en cas de doute d'un reflux, et puis une étude de la motilité œsophagienne qui peut être faite par un transit œsophago-gastrique ou au mieux par une manométrie. Et là aussi, une attention particulière à exclure tout trouble de la motilité œsophagienne. Voici les contre-indications qu'on trouve sur le site du fabricant. Alors, la sclérodermie, des antécédents ou des maladies malignes gastriques et œsophagiennes, chirurgie endoscopique gastrique préalable, les troubles de la motilité, notamment l'achalasie, les symptômes de dysphagie. Et puis, si le patient a déjà une structure, une sténo, je vais dire, peptique ou des autres anomalies, ou des varices œsophagiennes, bien sûr, c'est considéré comme contre-indication. Au niveau de la technique chirurgicale, voilà, le patient est positionné comme pour les autres chirurgies laparoscopiques, jambes écartées sur le dos. On positionne 4 trocars et on utilise un rétracteur hépatique. L'intervention débute par l'ouverture de la pars flaccida, ligament gastro-hépatique. Ensuite, on aborde le hiatus par le pilier droit du diaphragme, une dissection médiastinale. L'intervention s'associe toujours à une réduction d'une hernie hiatale préexistante et à une chirurgie. Ensuite, on procède à une ouverture rétro-œsophagienne qui va nous permettre de placer un drain EasyFlow pour permettre une meilleure rétraction de l'ésophage. Ensuite, on continue la dissection au niveau du pilier gauche. La chirurgie est réalisée à l'aide de 2, voire 3 sutures en Z avec un fil de Gore-Tex. Voilà la situation finale. On ne met pas en place de bougie ou de sonde pour la calibration. Ensuite, on procède à la dissection du nerf vague que l'on ne va pas prendre avec l'implant. Là, c'est le système de mesure, le sizer, qui va nous permettre de définir le nombre de billes ou la taille de l'implant. On voit qu'on peut le refermer et puis à un moment donné, plus on le referme, c'est aussi un système aimanté. Il va sauter, on répète plusieurs fois et en général, on prend 2 voire 3 tailles en plus que celle qui est mesurée lorsque l'implant saute. C'est toujours important de ne pas avoir de sonde ou de bougie dans l'ésophage lors du calibrage. Ensuite, l'implant est amené dans la cavité abdominale. On le met en place provisoirement. Et puis ensuite, c'est un petit jeu pour ce système de baïonnette pour le verrouiller. On fait toujours un contrôle final à la fin en tirant sur les fils pour s'assurer qu'il est bien en place. On coupe les fils. Voilà, l'intervention est terminée. Pour la période péri puis post-opératoire, donc c'est une procédure qui peut être faite de façon ambulatoire, notamment aux États-Unis. Nous, on la fait toujours en hospitalisant le patient. En général, le patient reste 2 nuits à l'hôpital. Suite à l'opération, on ne lui prescrit pas une diète d'épargne, une diète liquide les premiers jours. Au contraire, on a envie qu'il mange pour que l'implant fonctionne tout de suite et qu'il n'y ait pas il va de toute façon se former une capsule. On a envie que dès le début, l'implant soit fonctionnel. On informe le patient qu'il doit prendre garde avec certains aliments en raison du risque d'obstruction, notamment le riz, viande de bœuf, pain, salade. Le patient doit aussi prendre le temps de bien manger, plutôt faire des repas plusieurs fois par jour avec des petites quantités. Et puis, par rapport au traitement d'IPP, on procède à un arrêt progressif.
On suit le patient de façon très rapprochée les premières semaines, 3, 6, 12 semaines. Et puis après, suivant l'évolution, on le revoit en général à 6 ou 12 mois. Le problème principal avec l'implant, c'est la dysphagie post-opératoire. Comme j'ai déjà mentionné, il y a une capsule qui va se former autour de l'implant. Et puis après une période un peu de honeymoon et les 2 premières semaines, souvent les gens expérimentent une dysphagie qui s'étend entre 2 et 8 semaines après l'intervention. Et puis, les études décrivent 2 tiers des patients qui ont cette dysphagie. Donc, c'est très important avant l'opération d'avoir une bonne discussion avec le patient, de l'informer que c'est normal d'avoir ça. Des fois, on doit adapter la diète. On prescrit parfois aussi des cures de stéroïdes à dose régressive sur une semaine. Et puis, on essaie le plus possible d'éviter de procéder à une dilatation parce qu'on perd un peu l'effet de l'implant et de la formation de la capsule si on dilate le patient trop précocement. Ce taux de dysphagie post-opératoire va tomber à 10% après une année. Donc voilà un petit peu du point de vue historique l'histoire de l'implant. En 2004, les premières études. Après, en 2008, il y a eu l'étude pivot suivie en 2009 de la certification conformité européenne comme date clé. 2012, l'implant est approuvé par la FDA. Et puis, initialement développé par Thorax Medical, l'implant est racheté par Johnson & Johnson. Et puis après, on voit que l'extension, au début limitée à des petits hernies hiatales, pourra être comment dire, validée pour des hernies de plus grande taille. Et puis, à partir de 2021-2022, on voit qu'il commence à figurer au niveau des guidelines nord-américaines. Un mot sur l'étude Pivot. Cette publication qui a un peu fait date dans l'histoire du LYNX, publiée dans le New England Journal of Medicine en 2013, avec les 100 premiers patients qui on a présenté les résultats à 3 ans. Il n'y avait pas de groupe contrôle. On voit ici les résultats en termes de qualité de vie et satisfaction, avec une satisfaction préopératoire d'environ 70 satisfactions préopératoires d'environ 2 tiers, et puis une satisfaction chez la majorité des patients, 94% à 3 ans. Du point de vue de la dysphagie, comme j'ai déjà mentionné après, juste après l'implantation, on a 2 tiers de patients qui présentent une dysphagie qui va gentiment diminuer jusqu'à 10% à 1 an, puis environ 4% à 3 ans. Au niveau du contrôle de l'œsophagite de reflux, on voit aussi des bons résultats. Les grades supérieurs n'avaient pas été inclus dans cette étude. C'est pour ça qu'on voit que des grades A et B. Sur l'usage des PPI, on voit aussi une amélioration avec tous les patients sous PPI au début, et puis un taux de réduction qui plafonne à environ 13-14% par la suite. Et puis les symptômes de régurgitation, surtout pour ceux-là, je pense que le LYNX est une bonne indication, qui sont améliorés dans la majorité des patients. Ces résultats ont été confirmés après avec une étude à 5 ans, avec une amélioration, comme on le voit, de nombreux symptômes, notamment pyrosis, régurgitation, la dépendance au PPI, et puis la satisfaction avec des résultats sur le moyen-long terme stables. Voilà, je vais un petit peu sauter. En termes de sécurité, ici, 3 résultats d'études. C'est vrai qu'on peut s'imaginer que cet implant peut pénétrer, peut migrer. On a déjà expérimenté ça avec les anneaux gastriques par le passé. Mais le taux de migration dans ces 3 études était toujours de 0. Un taux d'érosion faible, 0,1, 0,25 et 0,3%. Et puis, un retrait de l'implant a été fait entre 2 et 3%. À mentionner encore que l'érosion n'est pas immédiate, avec un temps médian à l'érosion de 26 mois. Pour la littérature, je vais un petit peu sauter cette partie, juste à dire qu'il y a déjà 224 publications qui ont été faites sur l'implant depuis la première en 2008. Par rapport à la qualité de ces publications, il y a une revue systématique qui a été faite en 2022, publiée dans le British Journal of Surgery, qui a montré que malheureusement, on a très peu d'études randomisées contrôlées. Il n'y en a qu'une. C'est souvent des études de cohorte, des études de case series ou case report. Donc, les auteurs ont conclu que le système LYNX est actuellement utilisé malgré l'absence d'évidence robuste quant à son efficacité. Et souvent, on a comparé, dans la majorité de ces études, le système à un traitement conservateur avec PPI. Il y a eu quelques études qui ont été faites avec des comparaisons avec la fondoplicature selon Nissen, souvent
mais pas de façon randomisée. Donc voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Encore les recommandations de 2022 de l'American College of Gastroenterology. Les PPI restent le traitement de première intention pour la maladie de reflux, mais peu à peu, on voit qu'ils ont aussi des effets secondaires. Il y a aussi quelques questions de sécurité sur son usage à long terme. Et puis, il y a aussi des patients qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'imaginer rester sous traitement médical pour le reflux une vie durante. Donc, en premier lieu, on recommande l'optimisation du traitement de PPI. Ensuite, la chirurgie de reflux trouve sa place, bien sûr. C'est une option à envisager pour un traitement à long terme en cas de reflux objectivé. Et puis, les recommandations favorisent surtout la chirurgie pour les œsophagites de reflux de grade sévère, C et D, en cas de grande hernie hiatale ou de persistance de reflux. Le système par augmentation magnétique est également mentionné. Il est décrit comme alternative à la fondoplicature laparoscopique pour les patients spécialement avec du reflux qui ne répondent pas efficacement au traitement médical. Et puis, bien sûr, pour les traitements obèses, le bypass gastrique a bien sûr sa place dans le traitement du reflux. Quelle est l'expérience en 2023? Plus de 50 000 implantations à travers le monde. Un follow-up qui s'est étendu jusqu'à plus de 10 ans. On ne voit pas de complications vraiment liées à la procédure. Comme déjà mentionné, le taux de révision d'explantation, 3 à 4 %. Et puis, environ dans la moitié des cas, c'était dû à une dysphagie qui persistait ou une persistance de reflux. Au niveau du profil de sécurité, pas de migration et puis environ 0,2 % d'érosion. J'ai essayé, en préparant cette présentation, d'avoir un peu des données sur la situation actuelle en Europe auprès des représentants suisses de Johnson & Johnson. Malheureusement, ils n'ont pas pu me donner de grandes données, mais la situation est la suivante. Au Royaume-Uni, environ 300 implantations de Lynx par an. En Allemagne, même chiffre. En Suisse, on est à environ 60. Et puis pour la France, l'implant est actuellement pas utilisé, m'a-t-on communiqué. Peut-être une raison pour ça, c'est aussi le coût de l'implant en francs suisses, c'est 5 000 francs l'implant. En conclusion, le Lynx est une alternative sûre, efficace à la fondoplicature laparoscopique. C'est moins invasif, ça ne nécessite pas une mobilisation du fondus, avec aussi moins de possibles saignements. On peut réopérer le patient, on peut faire une ablation de l'implant et puis faire une fondoplicature. Ça nécessite une motilité œsophagienne intacte et l'absence de dysphagie en préopératoire. Une information préopératoire détaillée du patient, notamment en raison de la période post-opératoire où il a de grandes chances d'avoir une dysphagie, et ensuite un suivi post-opératoire régulier. C'est toujours associé à une correction d'une hernie hiatale en cas de présence de celle-ci. Par rapport à d'autres procédures, implants qui ont été abandonnés comme Angel Cheek, Endostim, Lynx, on peut dire maintenant est une procédure validée avec environ 15 ans d'expérience. Les résultats cliniques sont probants, mais comme déjà dit, très peu d'études randomisées contrôlées et aussi peu d'études comparatives avec d'autres techniques chirurgicales ou endoscopiques. Et puis pour finir, je pense que le Lynx a aussi un rôle à jouer en chirurgie d'obésité avec de nouvelles perspectives pour le traitement de reflux gastro-œsophagien, notamment après sleeve gastrectomie ou bypass gastrique. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour cette présentation. On a compris pourquoi, effectivement, nous ne pouvions pas l'utiliser en France. Il n'est pas remboursé d'ailleurs. Moi, j'avais cru comprendre qu'à Berne, vous aviez une des plus larges expériences en la matière. En Suisse, on est, je pense, le centre qui implantant le plus de Lynx. Surtout au début, c'est notamment mon mentor, Dr. Zeitner, que j'ai cité sur le premier slide, qui a importé la technique des États-Unis où il était longtemps chez Tom Demister et l'IPAM qui ont fait la majorité des études avec ça. Mais il y a aussi d'autres centres ensuite qui l'ont. Et puis maintenant, on a aussi une autre expérience avec RefluxStop, qui est aussi un autre implant. Donc, on essaie d'avoir un peu une approche suivant le patient pour voir quel implant, quelle procédure est la plus adaptée. Alors, il y a la possibilité de une ou deux questions. Il y a Nelson Nakamura qui voulait intervenir.
Nelson, vous pouvez poser votre question ou votre commentaire. Merci beaucoup. Moi, je vais vous féliciter pour la qualité pédagogique de cette présentation très, très bonne. Ici au Brésil, je n'ai entendu pas parler de ces procédures, mais moi, je vais les slides de contre-indication pour les sphincters d'augmentation magnétique n'a pas mentionné la maladie de Chagas, la maladie de Chagas, ici au Brésil, est très, très, et a incidência très grande. Alors, est-ce qu'il y a une contre-indication pour les magnets dans la maladie de Chagas? Encore, vous avez dit que la pourcentage en Amérique du Nord est 18 à 28%. Et en France, quelle est la pourcentage de la constriction et la pourcentage que nous pouvions utiliser cette procédure? Alors, si j'ai bien compris la première question, malheureusement, je n'ai pas d'expérience avec la maladie de Chagas, mais en cas de trouble de la motilité œsophagienne associée, je déconseillerais le recours à l'implant. Pour la deuxième question, j'ai regardé un petit peu l'incidence du reflux gastro-œsophagien en France et dans les pays européens, et j'ai des chiffres d'environ 15 à 20%. Mais bien sûr, chaque patient qui a du reflux, comme je l'ai mentionné, n'est pas un candidat à une opération et notamment à l'implantation d'un lynx. Une dernière question très courte, avec une réponse courte aussi. C'est une question que je me pose certainement avec Michel. Est-ce que vous avez une expérience sur en cas de manchon gastrique, lorsqu'il y a un reflux qui est né ou qui a été accentué à cause du sleeve? C'est juste, tu te poses aussi la question, non pas? Alors, merci pour cette question. C'est un sujet qui nous a aussi intéressés dans la cohorte d'un peu plus de 300 patients qu'on a opérés ces dernières années à Berne. On s'est intéressé à voir lesquels étaient des patients post-bariatriques. Et puis, on a réussi à avoir 23 patients. On a trouvé 23 patients dans ces 300. Et puis, environ la moitié avaient un reflux gastro-œsophagien après sleeve, la moitié après bypass. Certains, c'était des reflux de novo, et certains, c'était aussi des reflux qui étaient déjà préexistants avant. Et puis, on est en train d'analyser ça et on va présenter la semaine prochaine à Vienne les résultats préliminaires de cette étude. Mais depuis les 5 dernières années, il y a de plus en plus. Et puis, je ne l'ai pas mentionné, mais sur le stade, maintenant, le lynx est aussi approuvé par la FDA post-sleeve gastrectomie. Et là, je pense qu'il y a peut-être une place pour lui à jouer. Et c'est approuvé, c'est qu'il y a eu des études. Il y a eu les études, oui. Excusez-moi. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner les résultats de ces études qui ont fait l'approbation FDA? Je ne les ai pas en tête, malheureusement. Donc, la suite, la semaine prochaine à Vienne, à l'IFSO, si vous Parfait. voulez. Voilà, Parfait. merci beaucoup. Merci.